Alors bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la circoncision, de la Brit Mila. Donc, comme je vous l'ai dit dans la petite note vocale, hier c'était plutôt savoir qui devait être circoncis. Aujourd'hui, on va parler plutôt de comment ça fonctionne pour faire la circoncision. Premièrement, qui a le droit de faire ça? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas vraiment appris à faire, il peut le faire? Est-ce qu'un homme, une femme, un enfant, un esclave, est-ce que ils peuvent le faire ou pas? Maintenant, il faut savoir que même une personne qui n'est pas circoncis lui-même, mais il est juif, il peut faire la circoncision à quelqu'un d'autre. Pourquoi ce serait possible qu'une chose comme ça existe? Tout simplement parce qu'il faut savoir que s'il y a des maladies qui font que si on fait la circoncision à une personne, il peut en mourir. Parce que, par exemple, son sang coule trop vite et à ce moment-là, on peut plus arrêter. Et ben, des gens comme ça, si on fait la circoncision, ils peuvent perdre la vie. Donc, on leur fait pas. Et bien, à partir du moment où la personne est juive, c'est bon. Un non-juif ne peut pas faire la circoncision. Et la question pourrait se poser si, en fin de compte, ça s'est fait par un non-juif. Est-ce qu'il faut refaire, faut pas refaire? Comment on fait dans ces cas-là? Alors, il y a des façons. Enfin, c'est pas le moment d'en parler maintenant, mais en tout cas, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire. Maintenant, comment ça fonctionne la circoncision? Je vais vous expliquer de façon très générale, pour l'instant, les 3 étapes. Je vais vous expliquer le pourquoi on doit faire ça, quelle est la bracha qui amène ça, puis après on va continuer. Alors de façon générale, il faut d'abord sectionner, enlever la peau qui recouvre le gland, le prépuce, pour que tout le gland soit mis à nu. Ça, c'est vraiment la circoncision. Après, il faut déchirer un petit peu, ce qu'on appelle la pria, déchirer un petit peu cette fine membrane avec l'ongle qu'on va rabattre dessus. Et après, quand on a fait la pria, il y a la metzitza, c'est aspirer le sang. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas après de caillots de sang qui pourraient peut-être se mettre, et ce qui amènerait un gros problème de santé. Et au point que si la personne elle ne le fait pas, c'est problématique. Donc c'est vraiment 3 étapes qui sont très importantes. Alors maintenant, on pourrait se dire oui, c'est des recommandations, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Eh bien regardez, lorsque Abraham Avinu a fait la circoncision, on sait que juste après le 3e jour, il a reçu 3 anges qui sont venus vers lui. Le premier pour lui annoncer qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora. Le deuxième pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'il allait avoir Yitzhak. Et le 3e qui va être là pour guérir Abraham. Même si d'une certaine façon Abraham s'est guéri tout seul après que Hachem est venu faire des cours cholim, c'est l'ange qui va venir faire ce travail. Alors, il faut se poser la question pourquoi il va avoir besoin de 3 anges. Donc Rashi nous explique, chaque ange a une mission, il ne peut pas faire autre chose que sa mission, c'est pour cela qu'il fallait avoir 3 anges différents. Mais en fait, c'est en récompense aux 3 actes de la Brit Mila qu'il va faire. Le premier, le fait d'avoir coupé, de faire la circoncision en soi, c'est couper le mal, sour mera. Eh bien ça, c'est l'ange qui va venir pour détruire le mal qui était existant dans la ville de Sodome et Amora, la ville de Sodome et Gomorre. Ça, c'est ce premier ange. Le deuxième, sur le fait qu'il a fait la pria, donc c'est mettre en relief le bien, eh bien ça, c'est le fait que Yitzhak va venir, c'est la bénédiction que Yitzhak va naître. Puis, en fin de compte, le fait d'avoir fait metzitza, donc de faire attention, d'aspirer le sang pour ne pas qu'il y ait de caillots, et donc de rester en bonne santé, c'est ce 3e ange qui va venir pour guérir Abraham. On se rend compte que ce ne sont pas des recommandations, ce sont vraiment des choses qui sont très importantes, au point qu'une personne qui ne va pas faire la metzitza doit être démis de ses fonctions de Moël. Et après qu'il a fait ça, on peut mettre les pansements, les emplâtres, etc. Alors, maintenant, imaginons qu'il y a des lambeaux de peau qui sont encore restés. S'ils sont restés, ça peut invalider la circoncision. Alors, c'est pour cela que c'est important que le Moël va vérifier qu'est-ce qui a été coupé, combien a été coupé, pour être sûr que cela soit cachère. Alors, jusqu'à quel niveau ça peut être embêtant? On va pas rentrer trop dans le détail, mais à partir du moment, on va voir tout de suite,
déjà, à partir du moment où une personne n'aurait fait la circoncision sans avoir fait la priya, donc c'est une déchirure un peu de la muqueuse, eh bien, c'est comme si la circoncision n'a pas été faite. Et donc, il faudra refaire. C'est très embêtant. Et c'est pour cela que, en fin de compte, si un enfant a une peau très flasque et que même après avoir coupé, il reste encore de la peau et qu'on ne voit pas le gland, dans ces cas-là, on va l'examiner au moment de l'érection, quand il va aller aux toilettes, quand il va faire pipi. Dans ces cas-là, on va voir si on voit bien le gland ou pas. Si on le voit bien, il n'y a pas de problème. Si il apparaît mais que un tout petit peu, alors des fois il faut arranger, des fois non. Cela va dépendre du moël, il va vérifier. De façon générale, d'après la Torah, à partir du moment où ça a été circoncis, c'est bon. Mais d'après les chachamim, les sages, il faut quand même un minimum de pouvoir voir en érection que le gland soit découvert. Alors le Shabbat, de façon générale, on peut faire tout ce qui est nécessaire à la circoncision en soi. Ce qui veut dire la brit mila, la priya, donc c'est découper la partie muqueuse, la succion avec la metzitza pour faire être sûr que le sang circule bien et qu'il n'y ait pas de caillots de sang après. On peut se reprendre pour couper les lambeaux de peau qui resteraient et qui pourraient être problématiques. On peut vraiment tout faire. Tant qu'on n'a pas fini tout ce qu'il faut, on peut continuer. Que ce soit mettre comment on appelle ça, les emplâtres, ça veut dire les pansements, tout, vraiment tout, il n'y a pas de problème. Par contre, les préparations à la circoncision, ça c'est problématique. Et ça, on va pas pouvoir le faire, en fin de compte, pendant le jour du Shabbat. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas amener un couteau si on l'a oublié. Et même d'une cour à l'autre, si bien sûr il n'y a pas de verrou. Donc, on ne peut même pas repousser un ordre rabbinique si c'est pour les préparations à la circoncision. Alors que pour la circoncision en soi, on peut repousser même les ordres toraniques. Mais bien sûr, on parle ici seulement dans le cas où la circoncision tombe un Shabbat, que c'est le 8e jour. Si c'est le 9e jour, alors on repousse à dimanche. Alors, de la même façon, on ne peut pas pendant Shabbat mettre des ingrédients, mélanger, préparer comment on appelle ça, toutes les potions entre guillemets qu'on aurait besoin, ni faire chauffer de l'eau, etc. Tout ça, ça parle des préparations à la circoncision. On ne parle pas ici de faire la circoncision. Donc, au point même que si on n'a pas mélangé le vin et l'huile pour après appliquer sur la plaie, alors aujourd'hui il y a des médicaments, c'est tout prêt, donc c'est moins problématique, eh bien on ne pourra pas le faire, on ne pourra pas préparer cette potion, entre guillemets, le jour de Shabbat. Sinon, si vraiment c'est pas possible, eh bien on repousse son lendemain, parce qu'il n'y a que la circoncision en soi qu'on peut faire le jour du Shabbat. Par contre, imaginez que tout est prêt, on a fait la circoncision, mais là on se rend compte qu'il y a l'eau chaude qu'on avait prévue qui va se renverser, ou que la poudre de médicaments va se répandre par terre, et il faudra la refaire. Le fait qu'on a déjà fait la circoncision nous amène à un problème de danger, parce que là, l'enfant est en danger puisqu'on a déjà coupé. Eh bien, on pourra faire tout ce qui est en notre pouvoir, parce que là, on a un problème de vie ou de mort. La même chose, pour laver le bébé, on prévoit à l'avance l'eau chaude, etc. Et on peut s'occuper du bébé parce que c'est un problème de danger. Dans ces cas-là, on peut totalement le faire si bien sûr on a tout prévu. Alors maintenant, ça peut arriver d'avoir oublié d'amener le couteau la veille de Shabbat. Alors on a expliqué qu'un juif ne pourra pas le faire. Par contre, on pourra demander à un non-juif à condition qu'il ne va pas l'amener via le domaine public. C'est-à-dire qu'il va passer d'une cour à une autre. Dans ces cas-là, il passe de privé à privé, donc c'est problématique pour un juif, mais pas pour un non-juif dans ces cas-là. Mais vraiment l'amener de l'extérieur, ça c'est déjà un autre souci, parce que c'est défendu de demander à un non-juif de faire quelque chose pendant Shabbat qui est interdit d'après la Torah. Alors, la même chose, si on doit prévoir la circoncision un jour de fête, donc on ne parle pas un jour de Shabbat, eh bien, il y a aussi des interdits les jours de fête. Et donc, on ne pourra pas faire les préparations comme on a expliqué, les préparations des médicaments, du mélange du vin et de l'huile, etc.,
pendant le jour de Yom Tov. Pourquoi? Parce que si déjà on ne peut pas repousser un interdit qui est rabbinique, c'est sûr qu'on ne peut pas repousser un interdit qui est toranique, même que c'est pas Shabbat, que c'est un jour de fête. Ça changera rien. Donc on ne pourra, le jour de Yom Tov, un jour de fête, seulement faire la circoncision elle-même. Voilà, donc pour résumer, jour de fête et jour de Shabbat, on ne peut pas préparer tout ce qu'on a besoin comme ingrédient pour faire la circoncision, mais par contre, on a tous les droits en ce qui concerne la circoncision elle-même. Et au cas où, si on a oublié le couteau, on peut le faire aller chercher par un non-juif à partir du moment où il ne va pas passer par le domaine public, mais si c'est un problème de hérouve, on peut demander à un non-juif de le faire. Donc voilà, ça c'était la partie du Rambam d'aujourd'hui. Pour vous donner quelques petites lois assez intéressantes quand même, que l'on a sur comment va se passer en fin de compte la circoncision. Alors, ça se fait en étapes, d'accord? Je vais vous partager, ça vous permettra d'avoir aussi une petite idée. C'est bon quand même à savoir. Voilà, je pense que vous voyez. Alors, la première base, c'est le Shalom Zachar. Shalom Zachar, c'est le premier vendredi soir après l'accouchement. Comme on va recevoir un nouveau garçon, alors on appelle ça un Shalom, bonjour au Zachar, au petit garçon. Eh bien, on va manger à cette occasion des pois chiches, de la bière, et des maisonnotes, des gâteaux et du lechaï. Le père de l'enfant va monter à la Torah, et pour une fille aussi, puisqu'il faudra faire la nomination. Alors, la veille de la Brit Mila, on va inviter tous les enfants à faire le Shema Israël auprès du bébé. C'est même bien de faire les 12 psukim, et on va leur donner des friandises pour les remercier. Pendant cette nuit-là, on appelle cette nuit la nuit de veille, la nuit de protection, et le père va rester éveillé toute la nuit, étudier la Torah, et tous ensemble, avec la famille et les amis qui vont venir, on va étudier certains passages du Zohar. Le matin même de la circoncision, c'est bien que le père aille se préparer, se faire couper les cheveux, aller au mikvé, etc. Et on ne fait pas tachanoun, le père le moelle, et même si c'est un jour de jeûne, il jeûne pas, c'est vraiment un jour de joie. Et c'est ce jour-là qu'on va donner le prénom juif juste après la circoncision, après la Brit Mila. Alors il y a pas mal de coutumes, comme par exemple de l'inscrire symboliquement à l'école juive, en versant un acompte déjà de frais de scolarité. Il y en a qui le font carrément à la yeshiva directement. On va acheter un livre de prière, un Tanya, de façon générale, on achète un Chitat avec la lettre au Sefer Torah. On va pas au travail, on essaye, c'est un jour très spécial. Alors, il y a ce qu'on appelle les gvater, ça veut dire le couple marié qui va venir amener l'enfant pour la circoncision. En général, on donne toujours à un couple qui recherche à avoir un enfant, parce que c'est une grande ségoula, un grand moment pour mériter, en fin de compte, d'avoir des enfants. À partir de là, c'est important d'organiser qu'on appelle ça, un repas. Et toute personne qui participe à ce repas, eh bien, toutes ces fautes, en tout cas, sont effacées, puisqu'on sait qu'Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, sera présent au moment de la circoncision. Il y a pas mal de questions sur ce qu'on a appris aujourd'hui qui ont été posées au Rabbi de Lubavitch. Est-ce que la circoncision avec un clapet, c'est bon ou pas? Alors, il y a un très grand problème pour ceux qui font ça. En plus, ça fait une douleur et une souffrance à l'enfant, et donc on ne peut pas le faire. Pas seulement pendant Shabbat, de façon générale, c'est pas des choses à faire. Ce qu'on a expliqué de le faire, de couper un petit peu et de retourner la membrane muqueuse, il faut le faire vraiment comme il le faut. C'est très très important, et on le fait pas en même temps qu'on coupe. On coupe un peu et après on retourne. Alors, la succion, en soi, ça pourrait être problématique aujourd'hui, surtout avec les risques de maladie. Le rabbi a dit qu'il n'y avait pas de problème, que Hachem faisait vraiment attention à tout cela. Il faut savoir que, de façon générale, lorsque le Moël connaît bien la famille, ils en discutent avant et ils le font. Sinon, on fait avec une sorte de petite pipette qui va tirer le sang et qui va, en fin de compte, permettre à ce qu'il n'y a pas de maladie qui va rentrer chez l'enfant, mais quand même que le sang va sortir, et ce qui va permettre de ne pas avoir de caillots. Et donc, c'est ce qui est marqué jusque-là, juste ici, la succion à travers la seringue. Par contre, sous anesthésie,
Ça, ce n'est fait que lorsque on fait un garçon qui est déjà âgé. Parce que là, oui, ça peut être problématique. Mais un bébé, en général, ça ne se fait pas. Par contre, euh, ce qui est oui important, c'est que beaucoup mettent du Emla. Donc, c'est une pommade qui va permettre de faire que l'enfant va ressentir moins la difficulté. Voilà, on va pas rentrer trop dans le détail. Je pense qu'on a fait déjà quand même un petit tour sur les lois de la Brit Mila. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.